Ok. Coucou! Coucou! Ce soir, on revient pour un live spécial. J'espère que vous allez bien. Par contre, du coup, il faut que je change ça. Attendez, parce que ça va pas. C'est pas là, c'est là. Voilà. Juste 2 secondes. Ce soir, live spécial, les gars, on va parler de l'Iran un peu. C'est avant le live d'Amir. Amir, c'est à 20h30 sur YouTube et Twitch, comme d'habitude. Comme tous les mercredis. Je suis désolée, j'ai pas pu lancer les lives ces 2 derniers jours parce que en pleine procédure judiciaire, là, les gens, je vous avoue que ça fait beaucoup, beaucoup de boulot. Donc là, depuis 2 jours, voilà. J'ai pas pu du tout live en fait. Donc voilà. Je suis désolée. Mais c'est en train de, c'est bon, je pense. Enfin après, ça, ça dépend pas forcément de moi. Hein. Ça dépend de ceux qui peuvent pas s'empêcher de faire des lives aussi. Donc voilà. Mais là, je suis là. Je suis là parce que j'ai un rendez-vous. Figurez-vous, on va parler de l'Iran, mais on va pas parler de l'Iran avec. Attendez, parce que j'ai pas lancé la rediff, enfin la diffusion. Voilà. Et je lance sur Twitch aussi en même temps. Bon, parfait, nous y sommes. Je bois un goût, un goût. Oh là là. Alors va te faire enculer. Alors va te faire enculer. Alors va te faire enculer. J'aime bien. Bon allez, alors, bienvenue à vous tous. On a Amir qui est déjà dans la place. D'ailleurs, il faut que j'invite, mais je sais pas si je peux réussir à envoyer aux gens que je veux. Parce que ce soir, on va parler donc, comme je le disais, on va parler de l'Iran. Et ça tombe très bien parce qu'on a Monsieur Arashkian, Arashkian, qui est là. Comment Salut. ça va, les gars? Vous allez bien? Tu m'entends là? Vous m'entendez bien? Oui, ouais, on t'entend Nickel. très bien. Ça va, alhamdoulilah, Zoutoualouk. Bonsoir à Rashkian, bonsoir Salut Katus Amir, ça Lady, va? bonsoir Ouais, tout le monde, toutes les personnes qui sont dans le chat pour soutenir cette soirée spéciale. Je vois Malik qui vient de demander. Oui, j'ai Voilà. vu aussi. Voilà, tout le monde est là. Eh Euh, bien, bienvenue à vous en tout cas pour ce live. Donc, on est sur TikTok de 19h à 20h30 pour parler du sujet de l'Iran en compagnie de 2 personnes concernées et connaisseuses du sujet, à savoir Arashkian et Malik. Bienvenue à vous. Et après, si vous avez le temps et si le cœur vous en dit, ça se passera sur la chaîne d'Amir Aposta, sur YouTube et Twitch pour refaire un tour sur la situation en Iran. Voilà. Bienvenue à vous. merci beaucoup. Merci d'avoir pris du temps. Tu sais, ces derniers temps, en tant que membre de la diaspora, on est un peu sommé de parler du sujet. C'est un peu une obligation. Donc ouais, toutes les occasions sont bonnes. Faut parler de ça. Ouais, Bah tout le monde doit en justement, parler. pour réexpliquer aux gens qui sont peut-être pas au courant, qu'est-ce qui se passe actuellement en Iran? Alors, ce qui se passe actuellement en Iran, c'est bon, ce qu'on peut appeler on peut appeler ça une révolution. Ouais, je pense que le terme est bien choisi. C'est une révolution qui a pour objectif de renverser le pouvoir, un pouvoir qui est en place depuis à peu près 47 ans, qui lui-même aussi a pris le pouvoir par une révolution. C'est fou parce que après, tu sais, les complotistes et tout, ceux qui voient des cohérences dans les dates, ils vont être servis parce que il y a 47 ans, le 13 janvier, exactement, c'était la période où Khomeini avait pris le pouvoir.
Il a pris le pouvoir après une révolution qui a duré 4 mois. Tu vois, pendant 4 mois, ils ont fait ce que les jeunes Iraniens actuellement sont en train de faire, c'est-à-dire se battre contre un pouvoir en place, avec les moyens du bord, les cailloux, des bâtons. En face, ils ont des armes lourdes, ça canarde, ça tire, ça... On sait pas exactement combien il y a eu de victimes, mais le chiffre est assez gros, c'est conséquent, je sais pas, en fait, le plus bas, ça serait à peu près 500-600 personnes, et le plus haut, ça serait jusqu'à 12 000 personnes, donc... Je sais pas, c'est un problème que j'espère qu'on va en parler parce que cette guerre de l'information où les données arrivent au compte-gouttes, où il y a des filtres de partout, il y a des gens qui trafiquent des vidéos, il y a de la manipulation dans tous les sens. C'est dur de suivre tout ça en fait, hein. Même si on est à l'ère d'Internet, tu vois, en fait toute la modernité qu'on a, les moyens qu'on a actuellement. Ils peuvent être réduits à néant en un claquement de doigts, en fait. Il suffit que le régime coupe Internet, coupe les voies de communication pour que, on retourne quasiment à l'âge de pierre, quoi. À un âge où, oui. Il n'y a pas eu une Vas-y. coupure Internet justement récemment, je crois. Bah oui, oui. En fait, il y a même pire que ça. Il y a une coupure Internet, il y a une coupure téléphonique, tout est coupé, en fait. Même le soir, ils éteignent la lumière. On est vraiment voilà. Ils ont tout coupé. C'est-à-dire que même chez toi, tu peux pas... Ouais, tu peux pas appeler ton voisin. Voilà, tout est coupé. Et Tout est là, verrouillé donc actuellement, il y a toujours, ça a toujours pas été rétabli. Il n'y a pas de moyen de communication, et donc le peuple iranien là, il est laissé à son propre sort entre ses mains, c'est ça, avec son propre sort entre ses mains. Voilà, là, on arrive à la 4e journée de coupure totale. En plus, en fait, le pire, c'est qu'en plus des coupures d'internet, de téléphone, ils envoient des parasites dans les airs pour pas qu'on puisse capter les chaînes satellites, tu vois. Leur objectif, c'est de faire en sorte que les gens ne soient pas informés, en fait. Ils sachent pas ce qui se passe. C'est-à-dire que là, un Iranien, soit il est au courant parce qu'on lui a expliqué, sinon il sait pas ce qui se passe. Je pense même nous, de l'étranger, on a peut-être plus d'informations que eux quand ils sont sur place, tu vois. Et le mouvement, actuellement, il prend encore de l'ampleur. Bon, après, on n'est pas au courant vu que, comme tu l'as dit, il n'y a plus les communications actuelles. Ou est-ce que il y a quand même des traces de peut-être une reddition du peuple actuellement ou pas du tout? Dans quel sens ça va? En fait, le souci, c'est que là, on est parti dans un bourbier. Ceux qui ont commencé, ils peuvent plus s'arrêter, en fait. Il n'y a plus de moyen de revenir en arrière parce que ils ont quasiment fiché tous ceux qui ont participé aux manifestations. Donc, chaque personne qui a participé une fois sait que potentiellement, il peut se faire avoir. Donc, là, on est dans une phase où c'est moi ou eux, tu vois. Les gens, ils peuvent plus abandonner. Ils sont dans la rue, ils sont coincés, ils dorment dans des situations. Après, si tu veux, on rentrera dans les détails, mais prends soin de mettre un Tiger Warning quand même, parce que là, on va aborder des sujets qui sont un peu durs, vraiment durs, quoi. Eh ben, le trigger warning est lancé. Si vous êtes sensible aux histoires un petit peu dramatiques, même beaucoup dramatiques et très dures, au final, pour utiliser des termes soft, on vous conseille de changer de live. Voilà, c'est pour votre psyché, on va dire, votre psychologie. Voilà. Trigger warning terminé. Voilà. Donc oui, bien, là, on a des scènes de guérilla, des scènes... L'autre fois, on a vu une mitrailleuse lourde. Ils sont arrivés avec des mitrailleuses lourdes. Le soir, il y a des révoltes. Ça tire. Le matin, les pompiers viennent nettoyer le sol du sang. Parce que c'est imbibé, tu vois, ça imbibe. Et il faut qu'ils gardent la tête haute. Donc, les pompiers sont assignés à nettoyer les traces de sang sur le sol. Et justement, les pompiers, les médecins, etc., ils montrent, ou pas d'ailleurs, un signe peut-être de ralliement au peuple? Les médecins, ils font partie du peuple, hein, ils n'ont pas de oui, bien sûr. prérogatifs. Les pompiers, tu sais, les pompiers, ils voient du feu, ils l'éteignent, ils voient des gens. Non, ces gens-là,
Je pense pas qu'il y ait besoin Amir, que eux fassent. Oui. juste Amir, j'ai besoin de toi 2 secondes. Je suis là, j'écoute, mais il faut que je me mute. Je suis désolée. Il n'y a pas de souci, je suis là. Pas de Merci. souci. Oui, non, les pompiers agissent, ils font ce qu'ils peuvent faire. Des fois, ils sont pris pour cible parce qu'ils viennent éteindre des incendies qui ont été mis. Oui, ils prennent des coups perdus. C'est des choses qui arrivent, mais voilà, c'est des scènes vraiment très, très douloureuses à voir en fait. Parce que nous, la seule chose qu'on a, c'est des vidéos qu'on nous fait circuler, qui circulent sur Internet, des gens qui prennent des vidéos, et je sais pas, comme je te l'ai dit, la dernière révolution en Iran, elle a duré 4 mois. Ah, c'est juste pas possible de durer comme ça 4 mois. Enfin, Bah, je sais pas ce que t'en penses, Arash, mais d'un côté, bah, on l'attendait. On attendait une révolution, quelque chose qui bouge, parce que le statu quo qui était en place n'était pas satisfaisant. Les gens étaient muselés, emprisonnés, euh, torturés. On a vu il y a quelques mois, hein, si tu te souviens, quand on avait fait le live concernant Toumaj et d'autres. Euh, quelque part, moi, je te dis comment je voyais les choses, hein, c'est que je l'attendais et je l'espérais. Maintenant, dans quelles conditions ça va se passer? J'espère les conditions les plus optimaux pour que ces gens-là qui se révoltent ne le payent pas, ne le payent pas cher de leur peau, de leur famille. Voilà, toi, comment tu vois les choses, oui, justement? bah, là, on est dans un espèce de dilemme moral, tu vois. Se dire, oui, on est content qu'il y ait la révolution, mais dire que t'es content qu'il y ait la révolution, bah, ça veut dire aussi que t'es content de, tu vois, la révolution, c'est des choses belles s'ils aboutissent, mais c'est quand même quelque chose de vraiment horrible, en fait. Au final, tu souhaites à aucun peuple de vivre une révolution, dans le fond. Ouais, Parce que vivre surtout une une révolution, ça veut révolution dire, oui. surtout une révolution pas pacifiste. C'est-à-dire, c'est pas une révolution, des gens sortent dans la rue, dénoncent et ils sont écoutés. Tu vois ce que je veux dire? C'est une Ouais, ouais. révolution, c'est une guerre interne, tu vois? Oui. Du coup, bah, personne n'est pour la guerre, ça, c'est certain. Oui, oui, mais c'est pour ça il faut savoir avoir un peu de retenue quand on parle de révolution, parce que enfin, ça a dû exister dans l'histoire, hein, des révolutions pacifistes, mais c'est pas ce qui caractérise particulièrement une révolution, non. En général, c'est sanglant, c'est interminable, c'est douloureux, c'est voilà. Ouais. Mais ils tiennent bon, on tient bon en fait, c'est ça le truc. C'est que Et on a une résilience à toute épreuve maintenant. Vas-y, je t'écoute. bah, juste avant, parce que j'ai une question qui est un peu, qui va un peu trop à la fin. J'aimerais savoir si Malik a peut-être quelque chose à rajouter et qu'il aurait aimé souligner. Bonsoir à tous. Pour le Bonsoir moment, Malik. j'observe et la plupart des merci. Bonsoir. La plupart des arguments, ils ont déjà été cités. Mais moi, personnellement, je suis afghan, mais je sais parler la même langue que Arash. Et d'ailleurs, c'est quand j'ai commencé nouveau TikTok, c'est avec Arash que j'ai été accompagné, et c'était en partie avec lui que j'ai pu faire, allez, j'ai pu me sortir de ce dogme petit à petit. Et une chose que je voulais relever, que j'ai remarqué qu'à chaque fois quand il y a l'islam, à chaque fois ça se passe mal. Moi, par exemple, je suis afghan. Dans mon pays, on subit une théocratie islamique. Principalement, chez nous, c'est le sunnisme et chez eux, c'est le chiisme, mais c'est la même chose. À chaque fois quand il y a une théocratie islamique, et ben, on se rend compte que ça rime très bien avec une dictature, ça rime très bien avec les discriminations, ça rime très bien avec la misogynie et ça rime très bien avec les dingueries qui se passent comme maintenant. Et ces choses qui se passent en Iran, ça se passe également chez nous, mais sauf que ce genre de choses, il est moins rapporté par les musulmans parce que j'ai remarqué que les musulmans, quand c'est nous les victimes, on est prêt à crier haut et fort, mais quand les bourreaux, c'est notre propre gouvernement ou bien des musulmans contre des musulmans, là, on entend moins parler. Et justement, je voulais relever ça aujourd'hui. Moi, personnellement, je suis pas iranien, mais j'essaie de faire de mon mieux pour essayer d'aider cette cause-là. Je fais des lives, je crée du contenu, et je sais pas si c'est assez, mais j'aimerais faire beaucoup plus. Et voilà, pour vous dire que, mis à part ça, j'ai aussi des amis qui sont encore en Iran. J'ai aucune nouvelle d'eux. Et il y a aussi beaucoup d'Afghans qui vivent en Iran. Et je m'inquiète pour eux aussi, surtout que c'est le pays le plus proche de chez nous. Et je me dis,
en fait, en fait, je veux pas vous cacher, j'ai également espoir que si l'Iran il peut se débarrasser de ce régime théocratique, peut-être qu'un jour, et je l'espère, que mon pays à moi aussi, il sera libéré. D'ailleurs, aujourd'hui aussi, je remarque que quand je fais des débats en afghan, les premiers intellectuels qui viennent nous aider, ce sont des intellectuels farsis qui viennent de l'Iran, parce que eux, ils ont connu ça bien avant nous. Ils ont 47 ans d'expérience. Eux, ils ont eu le temps de sortir de ce dogme. Il faut savoir que l'Iran, c'est un grand pays. Et ce pays-là, c'est un pays dans lequel il y a au moins 95 millions d'Iraniens, qui fait 3 fois la taille de la France. Et eux, c'est quand même le pays qui a le plus d'apostats de l'islam. Et ce truc-là, c'est vraiment essentiel pour nous, parce que c'est grâce à eux que la plupart des Afghans, ils arrivent à s'émanciper. Merci. En gros, on est en train de préparer le terrain pour que les Afghans fassent la même chose. Oui. Et d'autres peuples. Et justement, quelle perspective il y a? Parce que comme tu l'as très bien dit, Khomeini, c'est après une révolution qu'il a pu prendre le pouvoir. Et justement, la question moi, que je me pose là, c'est qu'est-ce qui est prévu finalement pour éviter une reprise par un autre dictateur? Je pense aussi à la Syrie quand il y a eu la révolution et les Al-Assad ont repris le pouvoir, que là pareil ils ont été boutés et que après cette révolution maintenant on voit que c'est un État islamique qui est en train de reprendre la main dessus. Là pour l'Iran concrètement vous voyez quelle perspective vous? Alors tu sais c'est compliqué de penser à l'après, sachant que ce régime il a vraiment bloqué toute forme de contestation possible. Il y a, à l'intérieur de l'Iran, on n'a aucune personne qui peut se revendiquer, aucun groupe politique ou groupe de gens qui peut revendiquer avoir une certaine légitimité. Parce que tout est vérolé, parce que si jamais ils auraient montré leur tête, ils auraient été descendus immédiatement, tu vois. C'est juste pas impossible. Donc là, les Iraniens, de ce que j'ai compris, ils demandent de l'aide justement aux expatriés ou à la communauté qui sont en dehors de l'Iran, notamment le descendant Pahlavi qui lui est aux États-Unis. Enfin, je pense que t'as dû en entendre parler. Attends, je t'ai pas entendu. Ouais, j'étais mute. Vaguement. Ouais. Vaguement pour le coup. Bon, Pahlavi, alors pour t'expliquer, c'est le fils du roi du roi qui a été déchu au moment de la révolution islamique, qui s'est exilé, donc à l'âge de 18 ans, il a été exilé aux États-Unis. Et maintenant, c'est lui on va dire, c'est lui qui est le plus crédible, on va dire, pour pouvoir arriver en Iran et essayer de remettre un peu d'ordre. Ok. Voilà, donc lui, son projet, c'est de créer une monarchie constitutionnelle et de mettre en place un gouvernement de transition pour amener à une démocratie. Mais pourquoi alors en fait, repartir sur la monarchie? Ce serait quoi la volonté? Oui, c'est pas très malin, je t'avoue. C'est vrai que si tu regardes comme ça, tu te dis oui, c'est pas malin. On a quitté une monarchie, on est allé vers une dictature islamique, et là on retourne. Bah oui, mais tu vois, c'est sordide. C'est parce que la situation, elle est sordide en fait. Ouais. Le Pahlavi, personne le connaît en Iran. Personne. Il y a ceux qui le connaissent, c'est ceux qui sont à l'étranger, qui suivent. Il a fait quelques interventions, mais il n'est pas connu. Ouais. Mais là, en fait, on est à une situation où peu importe, en fait, tu vois, les gens, on leur dit Pahlavi, on écoute deux, trois trucs qu'il dit, on dit allez, c'est bon, c'est lui qu'on prend. On n'a pas le choix. On est pris par le temps, on est pris par les moyens, on est pris par tout, et voilà. On a des milliers de choses à lui reprocher. Moi aussi, j'ai plein de choses à lui reprocher. C'est pas quelqu'un qui m'inspire plus confiance que ça, mais c'est quelqu'un, tu vois, ce qui est rassurant en fait, c'est que c'est quelqu'un qui a pas des énormes ambitions en fait. C'est pas un chef de guerre, c'est quelqu'un qui a l'air plutôt pacifiste et qui est plus rassurant. Et qui a pas l'air très très puissant. Il a l'air plutôt faible et
je pense qu'on n'aurait pas trop de difficultés à le freiner s'il faut. Je sais pas. D'accord. Voilà. Diane. Moi, je vis dans une monarchie constitutionnelle. Du coup, Il y a un bug de son, je crois. On t'entend très mal. Très bien. C'est pas le bon micro. En attendant. Tac. Tiens, en attendant, est-ce qu'il y a peut-être une plateforme qui met à disposition une newsletter qui relaye peut-être les informations qui se passent en Iran actuellement? Oui, on a Iran International, hier Iran International. International. Ok. Il y a BBC Persian, il y a Manoto, mais après, ouais, c'est souvent soit en anglais, je pense. Ouais. Ok. Il y a des choses que tu peux voir, mais. Ok, Mais eux merci. aussi, ils font de la manipulation. C'est fou comment chaque personne, tu vois, tire le truc vers soi. C'est consternant en fait, hein, de voir tous les gens Ouais. qui profitent de cette situation pour balancer leurs trucs. Tu sais ce Récupération. qu'ils font, par exemple, un des trucs qu'ils ont fait, ces chaînes-là, et je trouve ça vraiment horrible. Ils prennent des vidéos des manifestations et ils changent les slogans qui sont scandés. Pour faire dire aux manifestants autre chose, une chose qu'ils disaient pas, tu vois, à la base. Du genre, C'est scandaleux de faire ça. je donne un exemple, ça scande pour virer le gouvernement en place et on leur fait dire qu'ils s'offusent contre le pouvoir d'achat. Non. Non. Ouais, oui, non, mais eux c'est plutôt non, ceux-là c'est des chaînes d'opposition qui sont aux États-Unis. Donc non, eux c'est plutôt il y a des gens qui ont des revendications, ils disent des choses intéressantes et dans toutes les vidéos on leur fait dire par la vie, tu vois. Ah, ok. Ils engrainent les gens à aller vers du côté de par la vie et ça me gave un peu quoi. D'accord, ouais, je comprends. Oui, bah je comprends parce que justement la question que j'ai posée c'est pour ça parce que tu le trouves aussi un petit peu illogique quoi finalement de remiser sur une théocratie. Diane voulait poser une question. Oui. Non, Ah, je t'entends pas, toujours je suis pas. désolé. Tu veux essayer de remonter? On t'entend pas du tout là. Désolée. Et oui, Twitch a coupé parce qu'en fait j'ai un problème de rediffusion. Donc tant pis, je suis désolée pour Twitch. Mais ça sera rediffusé sur YouTube, hein, de toute façon, ce live. Hein. Voilà. Diane, reteste Diane. Parce que je sens qu'elle a une bonne question. Non, putain, c'est pas possible. ça marche pas bien. Tant pis. En attendant, oui, donc revenons peut-être sur ce qui se passe actuellement. Est-ce que il y avait un plan? Quand je parle de plan, c'est-à-dire des phases à atteindre. Première, gueuler dans la rue. Deuxième, je sais pas, peut-être prendre je sais pas, une structure étatique. Je sais pas, ça peut être l'hémicycle, nous par exemple de l'Assemblée nationale ou le palais de l'Élysée. Bref, ce genre de choses. Est-ce qu'il y avait un plan conçu par les révolutionnaires, ou on peut appeler ça comme ça? Oui, les révolutionnaires. Ou est-ce que c'est vraiment au feeling, là, comme ça se passe, les choses? C'est-à-dire vraiment le cri du cœur. Initialement, il y avait un plan. Le plan, c'était de prendre tous les lieux de pouvoir, prendre les places, mais ça, c'était au début, on pouvait à peu près s'organiser, mais là, maintenant, il n'y a plus de plan, il n'y a rien du tout. Là, en fait, les gens ne peuvent même plus communiquer. Même plus communiquer. Même si je dois avouer quand même qu'il y a de l'ingénierie derrière, hein, parce qu'ils arrivent, il y a quand même des moyens de communiquer. Les gens, ils installent des applications qui fait le lien, qui crée une chaîne de communication entre les téléphones portables via le Bluetooth, tu vois. Oui. Donc, on arrive quand même à échanger. Sûrement. Ouais, les ondes radio, ouais, oui, on bricole, on fait des trucs, mais c'est quand même dur de fédérer dans ces conditions, quoi. Ah bah oui. C'est plutôt chaotique, hein. C'est les gens, ils tiennent autant qu'ils peuvent, ils tiennent. Et là, il manquerait quoi finalement pour que Roménie soit réellement destituée une bonne fois pour toutes, en fait? Je sais pas, ce régime tu vois, il est vraiment jusqu'au boutiste. Quand tu vois que le Shah, il a mis 4 mois à ce qu'il décide de partir,
Là, ça fait 2 semaines que ça a commencé. Je sais pas. C'est trop tôt, Franchement. Après, oui, il y a les interventions des Américains. Hein. Ça pourrait. Une intervention externe, ça pourrait changer la donne. Et, C'est pas ce qui est souhaité, mais oui. et oui, c'est pas ce qui est souhaité, mais c'est ce qu'on disait la dernière fois avec Amir. Je disais, c'est facile de le dire d'un point de vue quand on n'est pas dedans. Mais moi, je me mets à la place, effectivement, des gens. Si je me retrouvais dans cette société et que je me disais, mais le monde nous voit bien en train de galérer, de nous révolter contre un État qui nous tue, qui nous oppresse et qui ne respecte pas du tout nos droits, qu'attend le monde entier pour nous venir en aide. Ce serait quelque chose que je pourrais me poser comme question si j'étais impliquée, si j'étais victime de ça. Et que dire finalement à ceux qui crieraient à l'ingérence si les États-Unis allaient aider, justement? Après, tu sais, l'ingérence, le coût de l'ingérence, elle a ses limites quand même. Quand il y a un gouvernement qui massacre son propre peuple, tu vois, qui tire dans la foule avec des armes lourdes, tu vois, là, tu vois, on n'est plus dans l'ingérence parce que là, il y a une perte de contrôle totale et ça peut être justifié. Mais de toute façon, en fait, si tu regardes, parce que tu sais, comme je t'ai dit, quand je t'ai dit que tout était coupé, alors je t'ai pas dit exactement la vérité. Il y a 2 chaînes de télévision qui sont encore ouvertes H24. C'est les 2 chaînes étatiques iraniennes. Donc du coup, actuellement, les seules informations qu'on a, c'est celles de la République islamique. Et eux, pour eux, tu vois, ils présentent la situation, voilà, à leur sauce. C'est-à-dire que pour eux, les gens qui sont dans la rue, ce sont des étrangers, des gens qui viennent d'un autre pays. Ouais. Et du coup, c'est pas des concitoyens, tu vois. C'est pour eux, ils sont déjà dans une guerre où l'étranger est sur le terrain en train d'attaquer les nôtres. Par exemple, ils te disent même que il y en a, ils arrivent dans les manifestations, ils tirent sur tout le monde. Donc, par exemple, les morts qu'on a, pour eux, c'est des attaques terreau d'étrangers. Voilà. Ça et vient tu pas de vois l'État, quoi. la magnifique chaîne qui s'appelle Al Jazeera qui répète en boucle exactement ce narratif-là. Et plein d'autres gens. Il y a plein. En fait, tu serais halluciné de voir quelle puissance la propagande islamique est là. Combien de relais ils ont dans le monde. Par exemple, je pense qu'en Russie, c'est pareil. J'ai entendu Poutine parler de la situation. Pour lui, c'est pareil. Pour lui, c'est pas. Poutine, il a dit que c'était pas un mouvement spontané. C'était quelque chose qui était organisé de l'extérieur, tu vois. Ah ouais. Donc en fait, moi, le coup du l'ingérence étrangère, on est déjà dedans. Ils nous ont déjà fait le coup. Ils peuvent pas aller plus loin dans ce truc-là, en fait. Ouais. On est déjà plein dedans. Ça y est, c'est les États-Unis. C'est pas des Iraniens qui sont dans la rue, tu vois. C'est Ouais. un Ok. scandale. Oui, là, donc, oui, il y a une prise d'otage entre ceux qui disent finalement que c'est les États-Unis qui ont tout fomenté et la réalité sur le terrain où c'est réellement un soulèvement contre l'État en place, quoi. Donc, ouais. Et je sais pas où on se situe réellement en France. Vous avez remarqué quelle est la prise de position majoritaire dans les politiques en France sur ce sujet-là? Je sais qu'il y a beaucoup de soutien. Oui, non, je pense que ça fait l'unanimité de tous les partis politiques, en fait. Il n'y en a pas un seul qui est capable de soutenir la République islamique. Hein. Oui, c'est sûr. Mais j'avais entendu justement certains politiques, j'avais lu sur X qu'ils renvoyaient la cause de cette révolte, oui, en plus même pas révolution, révolte pour certains, ils utilisaient ce mot, du pouvoir d'achat, etc., des taxes, de la vie chère. D'où vient ça, cette explication qui pue? Parce que c'est la vie chère, c'est quand même l'élément central en fait de ces révoltes. Hein. C'est la raison pour laquelle les gens ne fléchissent pas, ils sont encore dans la rue. C'est parce qu'ils ont faim en fait. La faim, c'est l'outil ultime pour renverser les régimes. Hein. C'est quand un peuple il a faim. Je t'ai expliqué au début, les gens, ils ont rien d'autre à faire. Enfin, ils peuvent pas faire autrement, là. Ils sont embourbés dedans, ils ont faim, ils doivent se lutter pour... on a des scènes de barbarie dans les rues. La faim, ça te fait faire n'importe quoi.
impossible que ce régime il dure dans ces conditions. Donc oui, c'est important de parler de la vie chère. Mais les revendications derrière, elles sont présentes aussi. Oui, elles sont bien plus vastes que juste la vie chère, quoi. Disons qu'on n'est Oui. pas sur une révolution, sur une manifestation des Gilets jaunes. On est quand même un poil au-dessus, là, à ce stade-là. Ah bah oui, non, là on est en train de survivre. On est en train de en fait, peut-être qu'il faut quand même une image pour comprendre. Oui. La vie, elle est devenue tellement chère. Par exemple, moi, quand j'étais petit, on avait une équivalence qui était à peu près un toman, valait à peu près 1 franc, tu vois. Ça, c'était quand j'étais petit. Donc après, ça a augmenté. Mais là, en fait, ça a atteint un niveau qui est scandaleux. C'est impossible de continuer comme ça. Là, on a $1 qui vaut 150 000 tomans. Et 150 000, oui. ah oui, 150 d'accord, 000, $1. En fait, il y a des billets de banque, tu vois, il y a des billets de 100 tomans, de 50 tomans. Ces trucs-là, ils servent plus à rien. C'est ouais. le papier qui constitue le billet a plus de valeur que le billet lui-même. Ouais. Voilà. Donc tu vois même des gens qui arrivent avec des valises de billets pour aller acheter leur pain. Tu vois une petite mamie qui sort toutes ses économies qu'elle a économisées en 30 ans pour les cas de problème. Elle sort une grosse valise avec plein de billets et pensait que ça valait quelque chose. Ça vaut rien. Ça vaut plus rien. Plus rien n'a de la valeur. Plus rien. En fait, le coût il continue de chuter. Non, en fait, c'est important de parler de ça. C'est l'élément central. Ok. Amir, je te laisse vite faire reprendre. Désolé. Attends, si je peux me permettre juste un truc, je voulais rebondir concernant l'inflation. En fait, cette situation économique catastrophique qu'on a aujourd'hui, c'est en très grande partie, enfin, c'est multifactoriel, mais c'est en très grande partie à cause du gouvernement elle-même, parce que le gouvernement, il a fait tourner les planches à billets, alors qu'il n'y avait pas une création de richesse par les Iraniens directement. Et le fait qu'ils ont fait tourner les planches à billets, ben, ça a augmenté encore plus l'inflation. En fait, ce qu'il veut dire, c'est que l'économie qui va mal, c'est le fait du régime aussi. C'est les choix que le régime il a fait qui a plongé le pays dans ce désastre-là. En gros, on est arrivé à un moment où les dépenses de l'État étaient plus importantes que toutes les rentrées d'argent de l'État. Donc, forcément, quand tu arrives à ce cas-là, tu vas faire tourner la planche à billets. Et quand tu le fais, les gens, quand ils ont décidé de faire tourner la planche à billets, ils savaient exactement ce qui allait se passer, en fait. Ils savaient exactement que ça allait faire dévaluer la monnaie et que ça allait faire une crise. Mais c'est tellement important pour eux de fabriquer des missiles qui touchent jamais leur cible, tu vois, qu'ils préfèrent sacrifier la population pour continuer à fabriquer leurs missiles, tu vois. Et je suis désolé, que ça soit économique, mais moi, même si les revendications, c'est purement économique, mais c'est suffisant. C'est un pays qui prend ces décisions-là. Quand on est sous embargo, par exemple, depuis des années, bah, la moindre des choses, ce serait de faire quelque chose pour arranger la situation. Ils ne font rien pour arranger la situation. Ils ont fait que d'envenimer la situation. C'est juste parce que pour eux, le peuple est un sacrifice acceptable. Ils n'ont pas de compassion pour les gens. On peut les zigouiller. De toute façon, on voit bien qu'ils sont même en train de nier même leur existence, tu vois. Ils nient l'existence des manifestants. Ils te disent que c'est des étrangers. C'est pas une priorité pour eux. Voilà. Excuse-moi si je peux me permettre concernant les manifestants, j'ai même entendu que la plupart des manifestants, ils ont carrément été déshumanisés à partir du moment où tu défies ou tu te rebelles et tu oses défier le régime, bah, tu es considéré comme un traître à la nation, tu es considéré comme un égaré. Et allez, la plupart des gardiens de révolution ou bien des bassistes, bah, ils n'hésitent pas à tirer sur ces manifestants et même y compris des mineurs. Et là, on a même remarqué que quand ils tirent, il y en a qui tirent vers le haut du corps, et il y en a qui visent carrément sur la tête. Merci. Diane, je sais pas si tu peux retester. Peut-être qu'on m'entend mieux, je sais pas. Ah, super, excellent. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de parler un petit peu de justement la monarchie constitutionnelle.
c'est pas forcément une mauvaise chose, parce que moi je vis dans une monarchie constitutionnelle, parce que la Belgique a toujours une famille royale, et en l'occurrence, ça peut quand même être une belle évolution, ça peut être un beau premier pas, je pense, et en vérité, au vu d'à quel point la situation est compliquée, même si moi je j'ai pas entendu grand-chose, donc je ne fais qu'écouter ce que tu dis depuis tout à l'heure, c'est peut-être dans les possibilités le truc qui est le plus souhaitable, parce que c'est peut-être justement quelque chose où si c'est bien fait, ça peut arriver vraiment à un très bon système, parce que j'estime qu'en Belgique on est quand même vachement bien lotis. Et justement, je voulais savoir un petit peu quelles étaient les revendications justement du souverain, de celui qui voudrait mettre en place la monarchie constitutionnelle. Alors, déjà, moi, je tiens à préciser que c'est sa parole contre... voilà, pour l'instant, on n'a que sa parole, tu vois. C'est difficile de faire confiance à quelqu'un sur parole, tu vois. Mais n'empêche que l'objectif, oui, l'objectif qu'il prétend avoir, c'est de mettre en place une démocratie. C'est que son objectif à lui, c'est d'arriver à une démocratie. Prendre le pouvoir et créer un gouvernement provisoire qui permette de donner le temps au processus démocratique de se mettre en œuvre. Tu sais, en fait, on n'a pas de démocratie si on n'a pas de parti politique. On n'a pas de démocratie si on n'a pas de débat public. On n'a pas de démocratie si on n'a pas de constitution. Il y a tellement de choses à créer. Et en fait, ce qu'il veut faire, c'est prendre le pouvoir pour donner le temps, justement, à ce que ces choses-là puissent se créer. C'est ce qu'il dit. Moi, j'en sais rien. Je te comprends. Parce que, comme tu le sais, je suis français et marocain et j'ai grandi au Maroc. Donc, je vois de quoi tu parles. Donc, le Maroc, tu vois, il y a un roi et tout. Et faut mesurer à des moments donnés, pour une société, tu mesures le pour et le contre et qu'est-ce qui nous permettrait de nous rapprocher le plus vite d'une démocratie. Voilà. Donc, je te comprends. Oui, je pense que, de toute façon, par la vie, ce roi-là, il a vécu en Occident, donc je pense pas qu'il a envie de nous faire régresser. Après, il va peut-être vouloir abuser du pouvoir, je sais pas. On n'est pas rassuré. En fait, les gens qui vont te dire qu'on a la solution parfaite, tout est sous contrôle et tout va bien se passer, ah ben ils vous mentent. C'est pas vrai. On n'a pas cette prétention-là. On a des ambitions. Les ambitions, on les a. Ça, la liberté, c'est quelque chose que tous les manifestants, ils sont d'accord, tu vois. On veut la liberté. Et la liberté, le meilleur moyen d'exprimer la liberté actuellement, après, peut-être plus tard, il y aura autre chose, mais actuellement, c'est d'instaurer une démocratie. C'est l'outil qui nous permettrait au mieux d'avoir cette liberté qu'on chérit tant, qu'on demande depuis tant d'années, tu vois. Je sais pas si tu as vu, j'ai vu une vidéo insolite c'était marqué comme ça, insolite, devant le consulat d'Iran au Danemark, je crois, si je me trompe pas, où il y avait une jeune femme qui était en train elle a pris un hachoir à fromage, tu vois, une râpe à fromage, et elle a pris le Coran devant le consulat. Je sais pas si tu as vu cette vidéo-là, Arash. Oui, certainement, oui. Ouais. Oui. Bah, après, on peut aussi parler des 25 mosquées qui ont pris feu en Iran aussi. Oui. Ça, c'est... Mais si, comme je le comprends, et tu as raison de le souligner, c'est global, c'est économique, c'est une situation où les gens ne peuvent plus vivre, n'ont pas de liberté, n'ont pas leurs droits, n'ont pas la liberté d'expression, n'ont pas la liberté de culte aussi. Et tout ça en place, ça fait... Je pense que même parmi les manifestants, il pourrait y avoir tout type de gens, tout bord. Mais à un moment donné, quand tu peux plus manger, je pense, et que tu as des enfants, que tu as des gens âgés, là, c'est plus un sujet qui rentre en jeu, mais c'est une situation globale. Et j'espère que ça va bien se passer pour ces gens-là, parce que ça fait beaucoup d'années là que ça dure. On espère tous, oui, bien sûr. Malik, je le sais,
Toi, je crois que tu avais répondu oui aussi. Vos familles qui sont encore là-bas, est-ce que, avec les coupures Internet, téléphone et tout, vous arrivez à avoir des nouvelles? Non, non, là, c'est un peu, tu sais, c'est un peu le drame de tous les Iraniens qui sont expatriés en ce moment. On est dans un état, en fait, qui est vraiment difficile à tenir, hein. Là, je pense que, je suis sûr, hein, tu fais un sondage, tous les Iraniens qui ont quelque chose à faire du pays, ils sont à peu près dans la même situation que moi, c'est-à-dire que là, on dort plus beaucoup. On est cloîtré sur Internet en train de regarder toutes les secondes les nouvelles, tu vois. J'ai la page de Trump sur un côté de mon écran, j'ai les infos dans un autre côté, et on va sur Instagram, on regarde les vidéos, et c'est... oui, c'est dur. En fait, ce qui est dur, c'est justement qu'on puisse pas communiquer, tu vois. Qu'on n'ait pas... tu sais, par exemple, je peux te parler d'une histoire. C'est une mère qui voulait contacter sa fille et elle voulait lui écrire et la chercher par tous les moyens. Et le seul moyen qu'elle a trouvé, c'est d'écrire sur un papier, prendre ça en photo et le donner à autant de gens que possible pour que s'il y en a un qui arrive sur une borne Starlink, qu'il puisse l'envoyer. Et au final, elle a reçu le message, je sais pas moi, un jour après. Et t'imagines qu'en 2026... ce que la République islamique nous a laissé comme moyen de communication, c'est le papier et le stylo, quoi. Voilà, c'est triste. Et les gens, on est tous sous tension. On est tous sous tension parce qu'on n'a pas de nouvelles. On sait pas ce qui se passe. On peut pas. Les mères, les enfants, ils peuvent pas parler à leurs parents. Enfin, voilà. Ouais. Dina Rose, si tu veux prendre la parole, n'hésite pas, hein, je t'ai renvoyé la demande. Si tu veux dire un mot, même de soutien ou quoi que ce soit aux Iraniens, t'es la bienvenue. Malik, toi aussi, la question t'est adressée. Juste une question concernant Oui, un mot de soutien pour les Iraniens, courage à vous et tout ça. Mais Amir, j'étais en train de brosser les cheveux de ma fille et j'ai pas fait attention, ça s'est connecté. Mais soutien à vous aussi et bon courage pour ces moments compliqués. Voilà. Eh ben, merci beaucoup, Dina. Je vous en prie. Et prends soin des cheveux de ta fille. Je vous écoute je vous écoute d'en en bas. Je prépare ma fille pour qu'elle aille dormir pour demain. Parfait. Merci beaucoup pour le soutien aux Iraniens, Dina. Et à nous. Je t'en prie. À bientôt. À bientôt. Oui, je disais concernant Starlink, même ça, ils ont réussi à le déjouer. Il faut savoir qu'il y avait une époque, enfin, il y avait un petit temps où on arrivait à communiquer via cette technologie-là, mais même ça, ils ont réussi à le retirer. Mis à part ça, concernant mes amis, pour le moment, non, j'ai aucune nouvelle. Je pense pas que j'en aurai d'aussitôt. D'ailleurs, je sais même pas je sais pas ce qui leur est arrivé, je sais pas. Pour le moment, j'ai aucune nouvelle. Et via les lives que tu lances, Malik, surtout ceux en Perse et tout, est-ce que vous arrivez à avoir des informations de gens qui sont là-bas? Est-ce qu'il y en a qui réussissent à monter sur vos lives, à prendre la parole? Non, c'est pas possible. De toute façon, TikTok n'a jamais diffusé en Iran. Enfin, on a jamais... Tu sais, en Iran, c'est pas Internet. T'es dans une capsule qui te donne un petit peu accès à Internet. Voilà. T'as énormément de sites qui sont bloqués. Ils bloquent tout sans arrêt. Donc TikTok, c'est même pas possible. Comment réussissent certains, comment ils procèdent, peut-être que vous ne savez pas, mais comment ils procèdent les gens dans ces situations-là à sortir des vidéos, par exemple celles qu'on voit sur Instagram, tu vois, ou qui passent des fois à la télé. Est-ce que c'est des journalistes complices qui arrivent à les aider à transmettre les informations? Est-ce que c'est des clés USB qui sont transmises? Comment ça fonctionne? Non, si vous avez l'information. C'est les VPN. Des VPN, les gens passent par des VPN pour communiquer, pour accéder à des choses. Ça marche plutôt bien, sauf que des fois les VPN ils tombent, il y en a qui tombent, il y en a qui réouvrent. Mais si on a un accès Internet, en fait, on peut arriver forcément à faire passer l'info. Après, le truc aussi, ce qu'il faut se dire, c'est aussi grâce à la diaspora en place, tu vois, il y a les grandes chaînes que je t'ai parlé, Iran International, BBC Persian, Manoto. Ces chaînes-là, ils mettent à leur disposition un canal qui permet aux gens d'envoyer du contenu, en fait.
Et des Iraniens, ils envoient le contenu en masse comme ça, c'est eux. Et après, c'est les chaînes qui découpent, qui font les montages, qui balancent, qui publient, qui font tout le reste, tu vois. Et c'est d'ailleurs pour ça que, tu vois, des fois, quand je te dis la manipulation, ils y mettent un peu, tu vois, voilà. J'avais vu aussi passer, parce que je t'avoue que ces temps-ci, je suis pas trop, je ne suis pas l'actualité X, mais on me dit dans le chat, et je l'ai entendu parler aussi au travail, euh, c'est- comment tu as vu l'action de Starlink, d'Elon Musk? Ah bah c'est positif, mais sauf que tu sais à un moment quand il a dit on va donner Internet aux Iraniens, les gens ils pensaient que avec leur téléphone ils pouvaient avoir Internet grâce à Starlink, tu vois. C'est après quand tu vois il y a le coup de folie qui redescend, tu dis ah ben non pour accéder à Starlink il faut avoir le satellite, le truc qui va bien, la machine qui va bien, tu vois. Et si tu l'as pas, bah tu l'as dans le baba. Et j'ai vu récemment que la République islamique a mis la main sur un convoi avec une certaine quantité de matériel. satellites Starlink. Oui. Il y en a qui en ont en fait, il y en a encore qui en ont et c'est quand même bien ce qu'il a fait parce qu'il leur a donné la connexion gratuite en Iran. Il a fait son petit coup de pouce qu'il pouvait faire. C'est pas grand chose mais. Et je ne sais pas, Malik Arashkian, là, quel est le positionnement de l'armée actuellement? Parce que ça aide beaucoup les pays quand ils se révoltent, quand il y a une révolution, quand l'armée, partiellement ou totalement, commence à se mettre du côté du peuple. Vous, quelle est l'actualité ou des sources que vous avez concernant la position de l'armée? Bah, pour l'instant, l'armée est pro-régime. Hein. Enfin, là, ils sont bien clairs. Le chef de l'armée est clair. Il a dit qu'il était pro-régime. Après tout, le chef de l'armée, c'est pas forcément ce qui représente l'armée dans sa globalité, mais pour l'instant, il n'y a pas il y a aucun signe de ralliement ou quoi. En fait, le truc qu'il faut savoir, c'est que c'est un régime qui s'est instauré par une révolution. Donc, la manière de faire tomber un régime, ils savent, tu vois, ils s'y connaissent dans ce domaine-là. Ils savent qu'est-ce qu'il faudrait faire, où est-ce qu'il faut verrouiller toutes les erreurs que le précédent régime avait fait. Eux, ils ne les font pas, tu vois. Ils mettent en place des gens qui sont des fervents, tu vois, des fervents défenseurs du régime et qui ne cèdent pas. En plus de ça, on a des preuves qui donnent des drogues qui donnent des drogues aux Bassidji pour les rendre encore plus nerveux, plus agressifs. Ah ouais, ça rappelle des épisodes pas très glorieux de l'histoire. Ouais. Malik, toi, un mot à dire sur cette question? Malheureusement, je voulais témoigner, je voulais me positionner, mais le problème, c'est que j'ai pas des sources vérifiables et des sources solides. J'ai des informations que je retrouve sur un Telegram dans lequel on voit certains qui se remettent en question parce qu'il y a eu pas mal de dingueries et ils voient que le peuple, il voit beaucoup d'innocents morts. Il y en a qui se remettent en question, mais j'ai pas plus d'infos que ça, malheureusement. C'est vraiment, comme Arash l'a dit, c'est vraiment la guerre aux infos et on sait pas vraiment déterminer quelle info est vraie ou du faux. Donc, pour le moment, je peux juste dire que j'ai vu quelques vidéos enfin Telegram dans lesquelles les gens se remettent en question, mais pas plus, quoi. Désolé. Très bien. Est-ce que tu as une question, Diane? J'en ai une, je la garde de côté si. Ok. Moi, j'ai une question. Aujourd'hui, nous, voilà, on a la chance d'être dans un pays où on mange. Comment on peut, d'après vous, quelles sont les actions qui ont déjà été lancées? Je ne sais pas, peut-être des associations, peut-être des marches qui sont prévues ou des choses qui pourraient aider justement à communiquer, à aider ces gens-là à distance. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, nous, d'après vous? Est-ce que je peux? Vas-y, Malik. Merci. En fait, moi, je me suis posé la question, ce qu'on pourrait faire, c'est déjà avoir le soutien populaire et continuer à en parler et mettre un peu la pression sur nos dirigeants pour essayer de faire un premier pas, déjà de reconnaître le régime des Mollahs comme une organisation terroriste. Arrache?
Je pense que ce qui est important, c'est de continuer à en parler, en fait. Faut que les yeux restent rivés sur ce problème et que ça soit pas quelque chose qu'on mette de côté, qu'on se lasse, tu vois. Non, faut constamment parler de ces choses-là, remettre sur la table, dire à quel point c'est compliqué, dire. Et puis, en fait, tu sais, moi, ce qui est important surtout, c'est des choses à pas faire, en fait. Il y a des choses que je pense qui servent vraiment pas notre cause et qui viennent souvent parasiter les débats. Ça, on peut en parler si tu veux. Moi, le truc qui m'énerve ces derniers temps, c'est les gens qui essaient de comparer ça, tu vois. Comparer la situation en Iran à une autre situation, tu vois. Et peu importe quelle situation tu la compares, tu vas forcément arriver à un moment où tu es dans l'erreur, tu vois. Parce que cette situation, elle est incomparable. Tu vois, par exemple, j'ai des gens qui nous disent oui, nous, les Gilets jaunes, on n'a pas réussi à faire renverser le pouvoir, alors pourquoi les Iraniens, ils y arriveraient, tu vois. C'est pas malin de faire ça, tu vois. C'est pas malin de comparer la situation de l'Iran aux Gilets jaunes, parce que c'est ou à la pas Syrie du tout... ou n'importe. Oui, à la Syrie. Ou même des gens qui te disent tu sais, la pire des comparaisons, c'est de comparer avec la Palestine. Ça, c'est horrible de faire ça, parce que si t'es honnête, tu vois clairement qu'il y a rien à voir, en fait. Que le conflit de la Palestine, on n'a pas à se comparer ou à mettre dans une échelle de souffrance ce qui passe avec la Palestine et ce qui se passe en Iran, tu vois. C'est ridicule de faire ça. C'est deux sujets distincts et tu peux t'intéresser à l'un ou à l'autre, mais à aucun moment l'un il vient. Tu vois, c'est pas parce que tu soutiens l'Iran que tu peux pas soutenir la cause palestinienne. Et vice versa, c'est pas parce que tu soutiens la cause palestinienne que tu peux pas soutenir l'Iran. C'est pas contradictoire. De nombreuses manifestations. Je suis d'accord. J'ai vu que, par exemple, le dimanche dernier, donc il y a eu plusieurs manifestations dans plusieurs villes, dont Paris. Est-ce que tu as en tête, est-ce qu'il y a déjà des communications, soit sur Telegram ou des sites dédiés, ou les associations iraniennes qui ont déjà communiqué de nouvelles dates? Parce que la dernière fois déjà ça, on va dire correctement, on espère que ça sera meilleur encore les prochaines fois. Là, j'ai entendu parler de 1000 à 2000 personnes à Paris qui ont manifesté dimanche dernier, puis de plusieurs manifestations ailleurs en Europe, Londres, il y a eu en Allemagne aussi. Donc, est-ce que tu as des dates? Est-ce que vous avez des dates, Malik, Arash, sur les prochaines manifestations? Comme ça, on peut faire même un appel ici et le relayer sur d'autres lives et y participer aussi. Alors après, moi non, je suis pas vraiment ça, parce que en fait, déjà moi j'habite loin de tout et je suis pas du tout au courant des manifestations. Il y a les associations en fait qu'il faut aller voir. Non, je vais pas pouvoir trop t'aider là-dessus, hein, désolé. Ok, Malik? Moi aussi, c'est pareil. Malheureusement, j'habite un peu loin de la ville et moi, je me concentre principalement sur les réseaux. Ok. En tout cas, dimanche dernier, il y a eu une manifestation qui s'est tenue. Moi, je suis en train de regarder actuellement s'il n'y a pas une date qui est déjà prévue pour qu'on puisse commencer à communiquer et surtout y participer. Je regarde. Il y a eu même donc ils disent à Londres plusieurs milliers de personnes se sont réunies devant l'ambassade. Ça c'est Euronews, hein. Donc de nombreuses manifestations ont eu lieu ce dimanche 11 janvier dans plusieurs grandes villes européennes en solidarité avec les manifestations anti-régime qui se tiennent en Iran. À Londres, plusieurs milliers de personnes se sont réunies devant l'ambassade iranienne et devant Downing Street, la résidence du Premier ministre, brandissant des drapeaux iraniens de l'époque ayant précédé l'instauration de la République islamique. La veille déjà, plusieurs centaines de personnes s'étaient rassemblées devant l'ambassade. Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux montre un homme grimper sur le bâtiment et remplacer le drapeau de la République islamique par le drapeau Lion et Soleil que vous connaissez, celui qu'on voit régulièrement dans les manifestations iraniennes.
utilisés avant la révolution de 1979. Voilà, j'ai la vidéo, hein, voilà, en tapant ça, donc vous allez retrouver la personne qui fait le changement, la modification du drapeau. Oui, vas-y. Qu'on est quand même des gros mous. Donc, si jamais vous avez la motivation de rejoindre les manifestations qui se font, parce qu'on n'était que 700 à Bruxelles dans le siège de l'Europe, je trouve ça inadmissible. Donc, n'hésitez pas vraiment à vous motiver. La Belgique, c'est un tout petit pays, donc démerdez-vous, faites quelque chose de pas mal. Je pense qu'il y a moyen qu'on soit plus que 700 ce dimanche. Je suis certaine que les associations sont en train justement de militer pour que ça se fasse. Donc, si jamais vous en connaissez, n'hésitez pas à me les envoyer en MP. Je me porterai garante de faire le relais de ce genre de choses parce qu'effectivement, ce qui se passe, c'est important. Et même si on peut pas y faire grand-chose depuis notre petite place de privilégié, j'aimerais quand même faire mon maximum. Oui, Malik Arash, je sais que c'est déjà beaucoup de faire le travail sur les réseaux, mais n'hésitez pas. N'hésitez pas à nous relayer toute manifestation, surtout les week-ends et tout. Voilà, pour qu'on puisse motiver les gens qui veulent y participer. Et même la semaine, les gens peuvent s'organiser et y participer. Que ça soit des Iraniens, que ça soit des gens qui sont sensibles à la cause iranienne et ce que vivent les gens là-bas. Donc n'hésitez pas à relayer. Justement, vous avez un poids, vous communiquez pas mal sur les réseaux. Donc n'hésitez pas à partager ces informations avec nous pour qu'on puisse faire de même. Je suis d'accord, faut se bouger. Ce qui est dommage, c'est que du coup, nos compatriotes, ils pourront pas voir ce qu'on fait ici, mais ouais. C'est juste ça qui est triste. Voilà. Alors, je viens de lire des informations pas très réjouissantes pour ceux qui veulent un peu de contexte et qui ne sont pas au courant. Donc, toujours ma source, moi, c'est Euronews. Il y a marqué: les manifestations font face à une répression de plus en plus importante de la part du gouvernement. Selon l'ONG Human Rights Activists New Agency, qui s'est avéré fiable lors des précédentes manifestations, 544 personnes auraient été pragmatisées, tuées, dont 496 manifestants et plus de 10 000 ont été arrêtés en 2 semaines. Un bilan que n'a pas pu confirmer l'Associated Press. Avec Internet coupé en Iran et les lignes téléphoniques interrompues, il devient plus difficile depuis l'étranger d'évaluer les manifestations. Voilà. Pour ceux qui n'étaient pas au courant. Quand même, pour info, ça c'est la fourchette la plus basse qu'on ait. Tu vois, dans les estimations du nombre de personnes qui ont perdu la vie, c'est vraiment les chiffres les plus bas. Moi j'aimerais bien que ça soit vrai. Hein. Tu vois, dans ma tête, des fois, je me dis, oui, c'est eux qui ont raison, parce que ailleurs, on dit autre chose, en fait. Ailleurs, on dit beaucoup plus. Beaucoup plus. Oui, mais genre, oui. vraiment beaucoup plus. Le chiffre le plus haut qui a été donné par Iran International, c'était 12 000. Moi, disons que je me refuse pour l'instant d'y croire, voilà. Même si, quelque part, ce qui me perturbe, c'est que, au final, je vois pas pourquoi ça serait pas possible, tu vois. Parce que ces chiffres-là, le 12 000, ils se basent sur les témoignages des médecins dans les hôpitaux, tu vois, qui sont complètement débordés. Apparemment, il y a tellement de monde qu'ils savent même plus où donner de la tête. Ils ont plus de morphine. C'est-à-dire que tous ceux qui arrivent blessés à l'hôpital. C'est pas étonnant. Ouais. Les infrastructures sont cassées depuis des années. Voilà. Donc, t'imagines Ouais, et qu'est-ce que vous pensez, vous en avez parlé un tout petit peu au début, mais quel est votre avis, Malik Arashkian, concernant Reza Pahlavi, le fils de... Je l'ai certainement mal prononcé, hein, oui. Reprenez-moi, mais le fils de l'ancien Shah. Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, cette personne est là, c'est pas un chef de guerre, tu vois. C'est pas... tu vois, quand j'ai vu en Syrie, par exemple, celui qui était là, je sais plus comment il s'appelle, je suis désolé, j'ai oublié son nom, mais lui, il me rassure pas, tu vois. Un type comme ça, là, qui arrive à une mitraillette à la main, je vais prendre le pouvoir, on va tout contrôler, ça me rassure absolument pas.
Par contre, par la vie, bah, ici, il a l'air plutôt calme, tranquille. Même lui, il dit qu'il veut pas, il veut avoir sa liberté, il veut pas. On a l'impression, tu vois, de par la vie, on a l'impression que c'est quelqu'un qui est poussé par les autres et qu'il n'a pas forcément lui-même beaucoup d'ambition. C'est exactement ce qu'on a besoin en fait. On a besoin de quelqu'un qui a, tu vois, tu sais que ce mec-là, il pourra pas aller plus loin que ce qu'il a prévu de faire, quoi. Donc pour l'instant, ça me gêne pas. Après, on se trompe toujours. Hein. Je peux pas être sûr de ce que je dis, quoi. Tu restes méfiant. Voilà, tu restes méfiant et c'est normal. Il faut rester méfiant. Alors là, c'est absolument... Parce que tu sais, toi qui es marocain, tu dois bien se connaître, ça, les fous du roi, tu sais. Les gens, au lieu de... Les opportunistes. Non, pas forcément les opportunistes. Non, je te parlais de ceux qui, au lieu de voir un dieu ou un prophète, ils ont un roi, tu vois, en gros. Oui. Voilà, moi je les appelle les fous du roi. C'est des gens qui sont... nous, on en a beaucoup. Des gens qui, pour eux, la royauté, c'est quelque chose de sacré, de transcendantal, et qui pensent que le roi et la figure du roi est quelque chose de sacré. Les mains, les pieds, se prosterner limite. Bah oui, je connais. Oui, bah cette frénésie-là, il va falloir la freiner, tu vois. faut pas laisser ce genre de choses se mettre en place. Ah, mais l'autre truc aussi, c'est que ceux qui sont actuellement en Iran, tu sais, on a dû te le dire que la population iranienne, elle est plutôt jeune, tu vois. C'est une population qui est très très jeune, qui a la moyenne d'âge, elle est à peu près à 30 ans. Et en gros, c'est des gens qui n'ont connu que la République islamique et qui n'ont pas connu justement de royauté ou de roi ou de trucs comme ça. Donc, ils n'ont pas l'endoctrinement du principe royal qui est très puissant en fait. Ouais. Est-ce que, je ne sais pas, vous êtes sur les pages Facebook ou les télégrammes des associations ou des collectifs, par exemple Call for Freedom ou IranNet ou les associations de la diaspora iranienne sur Facebook, Twitter, Instagram ou autres? Parce que effectivement, je viens de vérifier depuis tout à l'heure, je cherche. Il n'y a pas encore eu une nouvelle annonce officielle de date de future manifestation pour l'Iran en France. Il y en a eu une le 11 janvier, dont on a parlé tout à l'heure. Mais pour l'instant, en tout cas à travers les collectifs que je connais, je ne vois rien. Et est-ce que vous les suivez et est-ce que vous connaissez des gens qui sont actifs sur ces différents collectifs? Que ça soit IranNet ou Call for Freedom. Alors, moi, personnellement, j'ai quelques soucis, moi, avec la diaspora iranienne, à vrai dire. Hein. Disons qu'ils ont des positions qui, des fois, me donnent pas envie trop de... Pas tous, hein, mais ceux qui font du bruit, en fait, ceux qu'on entend beaucoup dans la diaspora iranienne, c'est des gens qui ils font leur taf, hein, c'est-à-dire qu'ils relaient les informations, ils font les choses, mais il y a un parti pris, tu vois, qui est pas très reluisant. Je suis désolé, moi j'ai du mal en fait à m'intégrer avec eux. Ils ont, en fait, j'ai l'impression que ça suit un mouvement global dans le monde entier, tu sais. J'ai le sentiment que, tu sais, quand tu as des idées de gauche et que tu as des idées humanistes, t'es un peu mis au banc de quelque chose, tu vois. T'es catégorisé dans une catégorie qui devient de plus en plus dure à assumer, en fait. Et moi, c'est ce que j'ai remarqué avec cette diaspora. Ils font des trucs qui sont scandaleux. Tu vois, par exemple, quand tu fais faire une manifestation pour soutenir les Iraniens, pour la révolution et tout, pourquoi t'irais brandir un drapeau israélien, par exemple ? J'ai un problème avec ça personnellement. Moi, je me vois pas arriver dans une manifestation où on brandit le drapeau israélien. Ça, c'est moi. Hein, je juge pas les gens qui brandissent. Enfin, moi, je pourrais pas. Physiquement, je me sentirais pas à l'aise. Et je pense qu'il y a plein de gens aussi qui sont dans le même cas que moi, qui se sentent pas à l'aise avec ces gens-là parce que ils font du bruit.
Certes, ils prennent la place, certes, mais ils sont pas forcément représentatifs de ce qu'on veut réellement, tu vois. Je te comprends totalement. Je te comprends totalement. Il y a des personnes qui me disent que apparemment il y aurait une manifestation qui est prévue en France dimanche prochain, mais on ne sait pas où, on ne sait pas, voilà. À Paris, Euh, sûrement, mais où? ouais. Bah, j'ai regardé les différentes associations, même. Femme Azadi? C'est ce que j'allais dire, association des femmes Azadi. Je vois pas de lieu ou de date. En tout cas, dès que j'ai une information, moi je la relaye, Ouais, on la relaye. que ça soit sur nos lives ou via nos réseaux. Mais c'est vrai qu'il y a peu d'informations, comment dire, véridiques. C'est ça en fait, c'est que bah il y a effectivement les médias qui en parlent, certains politiciens, mais bah ils donnent leur avis, ils font pas un constat de ce qui se passe réellement ou pas aussi précisément que ce que en tout cas on pourrait attendre dans un cas comme celui-ci. Et le fait qu'il y ait effectivement des gens comme toi, Rashkian ou Malik, qui puissent donner des témoignages et faire passer aussi la parole, c'est très très important parce que bah, ça manque un petit peu actuellement. Ce que j'ai dit au début, c'est que je ne suis pas au vent de beaucoup de choses. Pourtant, j'essaye de suivre. Mais entre tout ce qu'il est dit, pareil, comme tu l'as très bien dit, Poutine, sa vision sur ce qui se passe en Iran est assez inquiétante. Mais c'est compliqué en fait d'avoir vraiment un aperçu de ce qui se passe réellement. On sait qu'il y a une révolution qui est en train de se faire, mais il se dit un peu tout et n'importe quoi. Donc, Mais tu c'est sais, embêtant. au moins, il y a des choses qu'on peut être sûr, tu vois. Moi, là, je suis sûr, tu vois, je pense que je m'avance pas beaucoup pour dire que ce régime, il va tomber. Ça, c'est une certitude. Ce qui peut être dramatique, c'est que ça prenne plus de temps, tu vois. J'espère pas qu'on en arrive à 4 mois, mais s'il faut que ça dure 4 mois, je pense qu'ils feront durer 4 mois. Ça durera autant de temps qu'il faudra. Oui. Mais ce régime n'a plus vocation à exister, en fait. Il n'a aucune légitimité. Il a aucune légitimité, et puis il faut qu'il disparaisse. Et sa disparition, tu sais, ça va marquer l'histoire, en fait. Je pense que ça va être un grand tournant dans cette région, tu vois. Le tournant où on a essayé l'obscurantisme, on a essayé l'islamisme, on a essayé ces choses-là, et ça a conduit à un fiasco total. Et ce fiasco-là, je pense qu'il va servir comment dire, d'exemple pour toutes les autres nations alentours qui auraient les ambitions de créer des théocraties. Ce qu'on va faire, ce que j'espère que l'Iran va faire, c'est de montrer la voie aux autres pays qui sont dans cette même région, en leur montrant comment on peut diriger un pays sans cette religion, en fait. Sans que la religion ait un impact dans le pouvoir, en fait. Et ça va être une étape très très forte. Et je pense que, moi, de ce que je sais des Iraniens, c'est ce qu'ils veulent. Ce qu'on veut, c'est se débarrasser de cet obscurantisme, se débarrasser de cette religion, se débarrasser de ces lois du 7e siècle qui sont en train de nous pourrir, et de, tu vois, de relever la tête et essayer de construire quelque chose qui donne envie, en fait. Ouais. On a à peu près toutes les capacités possibles de créer quelque chose de sain. Oui. Et je pense que ça va arriver. Ben, j'espère aussi. Mais là, tu vois, par exemple, tu sais, quand on va reparler des mosquées, c'est le régime eux-mêmes qui ont déclaré qu'il y a eu 25 mosquées qui ont été brûlées. J'espère juste qu'ils n'ont pas déclaré en même temps qu'il y avait des gens dedans. Parce que des bâtiments, ok, mais... Mais voilà, du coup, c'est vrai cette information-là ou c'était pour se victimiser? Je sais pas s'il y en a 25, mais je sais qu'il y en a eu. Il y a la plus grande mosquée de Téhéran qui a brûlé. Oui, on a des images de pendant, de l'après, de tout ce que tu veux, quoi. Et oui, c'est. Alors, mais oui. à Téhéran, il y a au moins 25 mosquées qui ont été incendiées, et dans les autres régions, il y a au moins 50 mosquées qui ont été répertoriées. Ok.
Mais il y avait Ouais, personne tu vois, dedans? c'est... Vraiment, vraie bonne Non, question. non, c'est non, une- non, c'était Ouais. c'était Ok. pas des, C'était ok. Bon, ok. c'était des manifestants. Mais tu vois, ça, c'est vraiment symbolique parce que Mm. je sais que ça, c'est le genre de truc qui a choqué énormément le monde arabo-musulman. En fait, il y a beaucoup de... Est-ce que, désolé de te couper, hein, c'est vraiment pour souligner ce que tu es en train de dire. Est-ce que ça n'expliquerait pas pourquoi les gouvernements des pays dits musulmans prennent de la distance, ne soutiennent pas? Oui, c'est... Comme je t'ai dit, ça a choqué énormément de monde qu'on ait brûlé des mosquées. Ça les a tous... parce qu'il y en a beaucoup il y a beaucoup de pays frontaliers qui détestent ce régime, tu vois. En fait, ce régime, il a finalement que très peu d'amis, que vraiment amis, tu vois. Que très peu. Et du coup, beaucoup de gens suivaient ces manifestations, mais quand ils ont vu les mosquées brûlées, c'était un choc. Et du coup, plein de gens vont nous répugnir au début. En tout cas, au début. Tu vois, parce que quand ils verront que chez nous ça marche, tu vois, et que chez eux ça marche pas, peut-être qu'ils se poseront des questions. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les manifestants, ils n'avaient pas d'autre choix que de faire ça, en fait. Les mosquées, en fait, c'est pas des lieux de prière en Iran. C'est des lieux où s'exerce le pouvoir. Le pouvoir s'exerce dans les mosquées. Les meetings politiques se font dans les mosquées. Les gens sont recrutés dans les mosquées. Tout se passe dans les mosquées. Donc, c'est forcément un lieu qui va être pris pour cible par les manifestants. C'est inévitable. Et je pense même que, tu vois, les religieux eux-mêmes devraient se poser des questions. À force de faire du zèle, ils devraient se dire, bon, on va peut-être calmer le jeu, parce que on a l'exemple de l'Iran où on a voulu imposer l'islam, bah, ça n'a pas marché, tu vois. Ça marche pas. Effectivement. Et là, actuellement, c'est une question qui risque d'être compliquée à répondre, mais c'est vrai que je pense que beaucoup de gens se la posent. En Iran actuellement, est-ce qu'il y a, vous pensez qu'il y a encore beaucoup de gens qui se revendiquent comme appartenant à l'islam et voulant de l'islam tel que, en tout cas, l'islam traditionnel le dit, hein, je parle pas de l'islam à la française, vous avez compris. Hein. Est-ce que j'avais cru comprendre qu'il y avait quand même une grande proportion d'athées, mais comment c'est mesurable en fait? C'est ça. D'où sortent ces témoignages, quoi. Alors, on a une étude, mais qui... il y a des carences de rigueur, on va dire, de cette étude-là qui a mesuré la quantité d'athées qu'il y avait. Et il a estimé qu'il y avait à peu près je sais plus exactement, 40% de non-croyants, un truc comme ça. Et qu'en fait, en gros, il y aurait que 30% de la population qui croit vraiment à l'islam chiite. Okay. Moi, 30%, ça me paraît plutôt, tu vois, ça me paraît à peu près quelque chose de convenable, tu vois. Ouais. Mais le truc qu'il y a aussi, c'est que il y a plein de gens, en fait, qui sont dans le déni, tu vois, tu les connais, c'est des gens qui te disent « Ah non, c'est pas ça l'islam, ils ont une mauvaise interprétation, c'est pas le bon islam, c'est machin... Il y en a plein. Dans ma famille, ceux qui sont musulmans, c'est des gens qui pensent comme ça, qui se disent que c'est eux qui n'ont pas compris l'islam comme il le faudrait le comprendre. Sachant que moi, je n'ai pas lu le Coran parce que c'est écrit en arabe et que je comprends pas l'arabe et qu'il n'y a pas beaucoup de traduction, mais je peux me permettre de dire que eux, c'est ridicule. Mais oui. Non, en fait, les gens qui te disent que eux n'ont pas compris l'islam, tu vois, que le République islamique n'a pas compris l'islam et qu'il applique un mauvais islam, ce sont les mêmes qui n'ont même pas lu le Coran, en fait. C'est ça que je veux te dire. Et, oui, j'ai compris. Voilà. Mais non, sinon, il y a beaucoup de gens qui se dégagent complètement de l'islam, qui vraiment n'en peuvent plus de tout ça. N'en peuvent plus parce que c'est juste invivable, en fait. Ouais. Après, comme tu l'as dit, c'est une question avec une réponse très compliquée, vu que déjà dans les pays musulmans où c'est calme, il n'y a pas de révolution, c'est très compliqué d'avoir des statistiques fiables. Dans un pays où il y a une révolution, coupure d'Internet et une censure qui est en place, c'est encore plus compliqué d'avoir des statistiques sur ce type d'informations. Pour les gens qui veulent avoir du contexte, je vais vous faire un petit résumé de la mise à jour qui a été faite récemment sur Wikipédia. Donc, le contexte général d'où vient le mouvement, l'origine la plus ancienne,
en tout cas la plus ancienne et récente. Le mouvement qui secoue l'Iran aujourd'hui trouve ses origines dans la... moi, je pense que ça, c'est pas vrai. Vous allez me corriger, Arash Malik. L'origine dans les protestations déclenchées en septembre 2022 après la mort de Mahsa Amini, celle-là, je l'ai bien prononcé, hein, je pense. Une jeune femme arrêtée par la Morality Police, pour non-respect du code vestimentaire obligatoire. Donc, pour ceux qui n'étaient pas au courant, il y a cette affaire-là déjà. Cette tragédie a déclenché des manifestations massives à travers tout le pays, d'abord contre le traitement des femmes, puis contre la répression politique, l'autoritarisme et les abus du régime. Notez et corrigez-moi, Arashkian, Malik, si je dis n'importe quoi, et dans le chat. De 2025 à aujourd'hui, depuis le 28 décembre 2025, une nouvelle vague de protestations importantes a éclaté, d'abord liée à la crise économique, inflation, effondrement du rial, mais qui s'est rapidement transformée en un mouvement plus large contre l'autorité politique elle-même. Ces manifestations sont décrites comme l'une des plus grandes, des plus importantes depuis la révolution de 1979, avec des expressions directes de défi envers le pouvoir, y compris des appels à renverser le régime. Woman, Life, Freedom, le slogan central, Femme, Vie, Liberté, est devenu le symbole et le slogan unificateur du mouvement. C'est à la fois une revendication pour les droits des femmes, une dénonciation de l'oppression sociale et une affirmation de liberté politique et individuelle. Le slogan a dépassé le seul cadre des femmes pour devenir une plateforme de protestation pour toute une génération, demandant un changement profond du système politique. La nature du mouvement actuellement, social, politique et pas seulement religieux. C'est d'abord un mouvement social et politique. Le mouvement a commencé par la mort de Mahsa Amini contre le contrôle social et s'est transformé en lutte contre la répression politique, l'autoritarisme du régime, la corruption, la crise économique et l'absence de liberté fondamentale. Donc le régime religieux est une cible politique. Les manifestants ne se contentent pas de critiquer certains aspects religieux. Ils contestent le système politique global, dominé par les institutions religieuses, clergé, guide suprême, gardien de la révolution. Beaucoup demandent la fin de la révolution islamique, ce qui implique de remettre en cause le rôle politique de la religion. La religion n'est pas rejetée par tous. Cela ne veut pas dire que tous les Iraniens rejettent la religion en tant que croyance. La critique, surtout dirigée vers la politisation de la religion et l'instrumentalisation du dogme par l'État pour légitimer le pouvoir et restreindre les libertés individuelles. Dans les enquêtes sociologiques récentes, on observe que la société iranienne est devenue plus diverse et sécularisée, avec une forte demande de liberté et de séparation entre religion et politique. Voilà. Ce que demandent les manifestants, et je m'arrêterai là, objectifs principaux, les revendications incluent fin des lois discriminatoires, notamment celles qui ciblent les femmes, hijab obligatoire et autres, plus de liberté civile et politique, justice sociale et droits humains contre la répression arbitraire, torture, etc. Pour certains, le changement de régime politique et l'abandon du système de gouvernance théocratique. Voilà. S'il y a des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord, Arash, corrigez-moi. Non, si, c'est plutôt clair. Après, moi, je parlerais plutôt d'une révolution par vague, en fait. C'est-à-dire que là, ce qu'on est en train de faire, c'est la continuation, enfin, c'est la continuité directe des révoltes pour Mahsa Amini. Les deux ne peuvent pas être dissociés, en fait. C'est la première phase, c'est on se révolte, il y a de la répression, et ce qui met qui complique encore la situation, c'est qu'après les manifestations qu'il y a eu, tu as dû entendre parler de toutes les exécutions que le régime a fait. C'est-à-dire pendant... c'était en 2022, il me semble, 2022 jusqu'à aujourd'hui. 2023, il y a eu 2024. Ouais, voilà. Et c'est une partie, on sait très bien que c'est une partie qui vient à nos yeux et à nos oreilles. Et du coup... le régime continue, en fait, pendant tout ce temps, en fait, pendant l'intervalle entre les deux mouvements de révolte, le régime met la pression, c'est-à-dire qu'il continue à mettre des pièces dans la machine en exécutant toutes les personnes qui étaient sur place à l'époque. Et du coup, on est encore dedans, tu vois. Ils n'ont jamais essayé de calmer le jeu. Le régime n'a jamais essayé de calmer le jeu.
Ils font on va dire des choses des espèces de leurres. Ils te font croire qu'on va te donner un peu plus de liberté, tu vois. Du coup, c'est pour ça qu'on voyait que de plus en plus de femmes sortaient sans le hijab dans la rue, parce que la police les laissait faire. Mais dans le fond, ils laissent faire, ils tolèrent, mais la loi, elle reste là, tu vois. La loi, elle reste toujours en place. C'est-à-dire que à n'importe quel moment, ils auraient pu ressaisir. Donc les femmes qui sont dans la rue et qui sortent sans le hijab, et déjà, mis à part le fait que n'importe quel imam qui les croise va les insulter ou qu'ils se font insulter dans la rue par des gens, ils savent très bien qu'ils prennent des risques. Et ce sentiment-là, tu vois, J'avais vu aussi, Arash, l'inverse. Oui. C'est qu'à des moments donnés, justement, avec ces leurs-là, ou d'accalmie de la répression, il y avait l'inverse aussi qui se faisait, c'est-à-dire des lycéens, des universitaires qui s'amusaient justement quand ils passaient à côté des imams ou des autorités religieuses, de leur enlever leur chapeau ou tu vois, pour les ridiculiser. Ça aussi, je l'avais vu. Donc ils savent que c'est une accalmie momentanée et qu'ils sont fichés de toute façon. Ils sont dans un régime qui va prendre des photos. Là, ok, allez-y, faites ce que vous voulez, mais on sait qui vous êtes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, comme tu as dit tout à l'heure, le retour en arrière pour les gens qui se révoltent, il est très compliqué. Ouais. Ah bah. Non, il n'y en a pas beaucoup. Ouais, parler des... nous, on appelle les imams, enfin, ce que vous appelez imams, nous, on appelle ça arhound. Et ceux qui ont les turbans sur la tête. Oui, quand il y a une époque où un type comme ça qui marchait, les gens, ils traversaient la rue, ils baissaient la tête. C'était des gens qui étaient très craints, tu vois. Parce que c'est potentiellement des gens qui ont du pouvoir. Tu vois, c'est religion égale pouvoir. Plus t'es haut en religion, plus t'as du pouvoir. Par exemple, quelqu'un qui arrive et qui a alors que tache de crotte sur le visage, tu vois, tu dis, attention, lui, fais gaffe, ça se trouve, il a beaucoup de pouvoir, tu vois. Plus tu es pieux, plus tu as du pouvoir. C'est ridicule. Et là, maintenant les types avec les turbans, ils se cachent. Ils montrent même plus leur tête. En fait, ils arrivent, ils garent leur voiture à côté de la mosquée, ils s'habillent devant leur voiture, ils remettent leurs habits, ils vont dans la mosquée, ils sortent de la mosquée, ils enlèvent leurs habits, ils les remettent dans la voiture, tu vois. Ils sont terrorisés maintenant, les imams. Complètement terrorisés. Ils savent très bien qu'ils vont être pris pour cible, ils savent très bien qu'ils font les malins que quand ils sont dans leur trou de souris, tu vois. Voilà. Et est-ce que tu sais s'il y a des ONG comme Amnesty International ou Médecins Sans Frontières qui seraient déjà sur place par hasard? Pardon. Amnesty International, ils font beaucoup de choses en Iran. Ils sont très actifs. Alors j'ai pas plus d'infos. Je pense que eux non plus ne dévoilent pas ces infos-là parce que je pense qu'ils préfèrent. Mais je sais que oui, Amnesty International fait beaucoup de choses pour l'Iran. C'est un des plus grands relais qu'on ait qui documente, tu vois, qui retrace, toutes les choses que le régime a fait. Oui, c'est une super association. Pour le moment, physiquement, ils sont pas sur place parce que vu toutes les coupures d'internet et vu toutes les complications qu'il y a, pour le moment, ils sont pas physiquement sur place. Et Starlink, ça marche bien encore? Parce que j'ai vu, c'était il y a 4 jours, ça, qu'ils avaient mis en place, Elon Musk, le Starlink gratuit pour l'Iran. Moi, d'après les dernières informations que j'ai reçues, c'est qu'ils ont même réussi à déjouer Starlink. Ouais, pas étonnant. Ouais, il suffit de mettre des brouilleurs, hein, de toute façon, comme tu l'as dit, Arash. Oui. Et même le matériel a été confisqué, apparemment. Apparemment, il y a du matériel qui devait arriver là-bas pour permettre aux gens de se brancher, de mettre des paraboles et du matériel. Et ça a été confisqué. J'ai vérifié tout à l'heure. J'ai quelques sources qui me disent oui. Après, c'est pas encore super fiable. Les sources que je peux vous donner à suivre, qui sont les plus fiables que j'ai pu voir, c'est vous allez sur Wikipédia, vous tapez Woman Life Freedom ou Femme Vie Liberté Iran, qui donnent régulièrement, qui mettent à jour régulièrement et donnent les sources des informations. Il y a aussi Protests 2025-2026 Iran. Vous tapez ça. Puis après, l'ONU et le site qui s'appelle, je vous le dis,
Donc, vous tapez ohchr.org. Donc, c'est le site officiel des Nations Unies. Donc, ils suivent et ils donnent des informations. Qu'est-ce que je peux vous donner d'autre comme source? Il y a après une étude sociologique sur l'opinion des Iraniennes, la diversité et sécularisation, et vous allez trouver la source dans Foundation of Innovation Politic. Donc le site c'est fondapol.org. Donc qui mettent à jour. Là ils viennent de mettre à jour hier de nouvelles informations et vous pouvez même télécharger le PDF. Je vais vous montrer rapidement avec ma caméra. Tac. Il y a une image qui est extraordinaire. Voilà. Donc là le site de Fondapol vient de publier un article avec un PDF que vous pouvez consulter sur les news, les dernières informations, on va dire fiables, concernant ce qui se passe là-bas. Voilà. Donc, très, très belle image. Et il y a un article qui décrit ce qui se passe exactement. Il recense les informations. Voilà. Donc, là, par exemple, il ressort d'abord une série de chiffres clés qui montrent tant la structure profonde de l'opinion que son évolution. Donc, il y a tout ce qui est lié à la religion, les opposants au hijab, les problèmes économiques, la popularité du guide suprême Ali Khamenei est à 9%, la popularité du principal opposant Reza Pahlavi, comme le fils du dernier Shah, 35%, 44% considèrent que le régime iranien est responsable de la guerre des 12 jours. Donc voilà, il y a plein d'informations. Je vous invite à aller regarder si vous voulez des sources. Voilà. Donc je répète, fondapol.org. Bah parfait. Moi les amis, je vais vous inviter, je ne sais pas si Arash et Malik vous êtes dispo pour le live YouTube que Amir va lancer d'ici quelques minutes. Oui, avec plaisir. Oui. Ça va être un peu compliqué. Il n'y a pas de souci. Moi, ce live-là sera rediffusé sur YouTube d'ici quelques jours. Je pense après-demain, pas demain, mais après-demain ou après-demain ou plus tard. Parce que quand même, c'est assez important, je pense, c'est urgent. Et je voulais vous remercier d'être venus, Arash et Malik, et d'avoir pu... voilà. Si vous avez autre chose à dire, une autre annonce à faire passer. Non, All eyes on Iran. Tout le monde. Ouais. Voilà, qu'on regarde tout ce qui s'y passe. Ouais. Merci beaucoup. Gros soutien, bien évidemment, au peuple iranien. Pas que au peuple iranien, d'ailleurs, un gros soutien à tous les peuples qui veulent se libérer d'une oppression, d'injustice, d'États fascistes, de lois barbares et injustes. Mais là, tout particulièrement à l'Iran, parce que c'est maintenant que ça se passe et que le peuple a besoin de soutien. Voilà. Donc, pour terminer, merci. Oui. Je vais me permettre de reprendre une phrase de Babal, parce que s'il avait été là, c'est ça qu'il aurait dit, je le sais. C'est une application stricto sensu de l'islam sunnite, pour ceux qui l'auraient oublié. Voilà, c'est chiite, mais ouais, c'est pareil, c'est la même merde. Même bordel. Même bordel. Lui dirait l'islam. L'islam. Point. Ouais, merci. Oui, RH, vas-y. Non, rien. Je vais dire oui, c'est la même merde, je le confirme. Voilà. Donc, n'hésitez pas à nous retrouver sur le live d'Amir. Ça va se passer dans quelques minutes. Le temps qu'on s'installe et on relance le sujet. Alors, on fera pas que ce sujet-là durant la soirée, hein, Amir. Je pense que tu as prévu d'autres choses. Mais on va en reparler un petit peu quand même au début parce que, comme j'ai pas pu live sur Twitch et que je suis pas non plus sur YouTube, on s'est dit autant aussi faire d'une pierre deux coups et puis en parler sur tous les réseaux d'un coup, quoi. Et parce que c'est important, encore une fois. Donc, comme tu l'as dit, gardons les yeux tournés vers l'Iran et gros soutien. Et puis on regarde et puis on aimerait pouvoir agir, mais bon, à part en parler, nous on peut pas faire grand chose. En tout cas, vraiment félicitations pour votre engagement. J'ai vu aussi qu'il y avait Dark Faransi. Qui est souvent, très très souvent en live et qui couvre bien évidemment ce qui se passe. Je vous invite à aller vous abonner soit à la chaîne d'Arashkian, à Malik et puis à Dark Faransi. Voilà, c'est Faransi, hein? Faransaoui. Faransaoui.
Faransavi. Faransavi. Ah, Faransavi. C'est Ouais. ça veut dire français. Merci à tout le monde et je voulais vous dire que demain je vais encore faire un live sur l'Iran dans lequel moi ce que je propose c'est principalement des débats. D'habitude je fais sur l'islam mais dernièrement je propose de parler un peu plus sur l'Iran. Parfait. Bah, n'hésitez pas. Arashkian et Malik, abonnez-vous. Merci à Diane d'être venue. Merci. Merci Amir d'avoir assuré, parce que j'ai dû m'éclipser. J'ai eu une visite impromptue de maintenance. C'était un plaisir pour ce sujet-là. Ouais. Et on se retrouve tout de suite chez Amir Aposta sur YouTube et Twitch. On vous embrasse. Prenez soin de vous. Et grosse pensée à l'Iran, aux Iraniens. Femme, vie, liberté. Femme, vie, liberté. Bah, Femme, vie, humain, liberté. vie, liberté aussi, pour le coup. Humain, vie, liberté, là. Des bisous. Zan Zendegi Azadi. Je l'ai dit une fois pour une vidéo. Je l'ai pas entendu, Arash. C'était fort. Zan Zendegi Azadi. J'entends Et en rien kurde, du tout. Zendegi J'entends rien. Zendegi Azadi. Et en Zan kurde, ça donne Zendegi Azadi. Tinjan Azadi. Zan Zendagi Azadi. Voilà. Zan Zendegi Femme, vie, Azadi. liberté. Zan Zendegi Azadi. Voilà. Allez, tous ensemble. Et puis, à tout de suite sur YouTube et sur Allez. Twitch. Merci encore à À Rashkin. toutes. À Merci toutes. beaucoup. À Et tous sur Malik. YouTube. À tout de suite.